Ça y est, on a franchi le truc. On vit un moment comme il y a eu Internet, il y a eu le mobile, il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que je fais quelque chose que peut-être une machine, une IA, peut faire plus vite, mieux? Et aujourd'hui, on a près 80 personnes qui utilisent l'IA chez BrainSonic sur tous les métiers confondus. Sur des actions qu'on a pu industrialiser, on est sur de l'optimisation de l'ordre de 75%. Il y a des clients qui viennent nous voir en disant en fait, les shootings qu'on fait avec notre agent, vous pourriez refaire un peu les mêmes, mais avec de l'IA. En fait, ils voient ça comme peut-être que je peux faire plus simple, plus souple, moins cher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de FastStory qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez FastStory et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de FastStory. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Cruc, directeur général chez BrainSonic. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Très bien, enchanté. Merci d'avoir fait le déplacement pour ce podcast, ça fait très plaisir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un de tes sujets favoris du moment, les IA. Mais avant d'en parler, je voudrais un petit peu que tu te présentes rapidement, si tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais chez BrainSonic, depuis combien de temps tu y es, et voilà un petit peu ton parcours rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas. Alors donc je suis Mathieu, donc je travaille chez BrainSonic depuis 15 ans au moment de l'enregistrement hier. Félicitations. Ce qui à l'époque du digital fait un peu dinosaure sur les bords, mais j'ai démarré donc le 1er juin 2008 en tant que stagiaire chef de projet technique. À l'époque on faisait des web TV en flash, puis en Silverlight, techno révolu. Et du coup j'ai fait carrière chez BrainSonic en faisant à peu près tous les jobs jusqu'à aujourd'hui où je suis donc je co-dirige l'agence. J'ai un profil un peu atypique, on va dire un peu couteau suisse, qui me permet à la fois de faire de la communication pure et dure aujourd'hui, mais avec un regard technique qui est plus lié à ma formation et à ce que je faisais. Donc, ce qui est très bien aujourd'hui quand on va conjuguer de l'intelligence artificielle, où ça permet d'avoir des impacts métiers, notamment dans les métiers de la communication, sur le langage, sur l'image, mais quand même, ça nécessite d'avoir des compétences techniques. Parce que même à l'instar du no-code où on dit on n'a pas besoin de compétences techniques, en fait pour bien maîtriser ces solutions, c'est bien quand même d'avoir une appétence technologique pour pas être effrayé. Voilà. Donc aujourd'hui ça permet de faire ça. Et sur mon parcours, j'ai fait un parcours de, on va dire, croissance dans une structure assez standard. Après, j'ai notamment monté le pôle social média au début des réseaux sociaux, donc en 2010. On démarrait par de la création d'applications sur Facebook, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était la grande époque Candy Crush. Et puis après j'ai fait du conseil aux entreprises en social media, on était assez pionniers. J'ai repris le pôle web, j'ai repris le pôle social media, ça faisait à peu près 40 personnes. Puis progressivement on a évolué, on a gagné des pitchs. J'ai fait du conseil strat chez des clients jusqu'à aujourd'hui prendre la co-direction de l'agence. Avec du coup 2 casquettes, une casquette plutôt sur le pilotage des appels d'offres stratégiques, comment on organise, qu'est-ce qu'on propose pour servir les intérêts de nos clients, et puis le volet innovation où j'essaye de développer à la fois des compétences technologiques pour que on puisse proposer ça à nos clients, soit les proposer ou les former. Donc il y a eu toute la vague métavers, NFT, blockchain, sans être avec un bâton de pèlerin pour dire c'est génial. L'idée, c'est qu'on fasse des choses de même pour partager ce retour d'expérience à nos clients, qu'ils comprennent et être dans notre posture conseil. Aujourd'hui, c'est l'IA. Alors, il y a une traction qui est infiniment plus forte que celle du métaverse et toujours cette posture de faire des choses, les tester et partager ce retour d'expérience auprès de nos clients. Ok, super intéressant. Donc, tu as vraiment ce côté casquette technique un petit peu qui va être plus porté vers l'innovation et le côté plus marketing, communication où là, c'est plus ton métier ou du moins la boîte que tu co-diriges. Pour parler un petit peu de la fan expérience, on a parlé un petit peu en amont tous les deux et tu nous as dit être un grand fan de beaucoup de choses, un fan de cinéma, un fan de musique dont Metallica. Oui. T'as travaillé pour le programme fan de Microsoft, enfin pas mal de choses autour de la fan expérience justement. Et donc toi tu vis aussi beaucoup. C'est quoi pour toi la définition d'une expérience fan réussie?
Alors moi, je suis un bon client finalement de ce que je vends, parce qu'en fait, j'accompagne les clients pour des trucs qui me ferait kiffer en tant que passionné. Donc j'ai la chance de faire un métier où je peux conjuguer quand même des passions personnelles. Donc on travaille avec des clients comme Disney, UGC, Warner ou d'autres acteurs. C'est assez marrant parce qu'en fait je suis dans la cible qui essaye de toucher. Et du coup ça nous amène à un sujet qui est important, qui est le sujet de l'empathie. Et c'est des choses dont on sait que c'est compliqué parce qu'en fait les clients, enfin les annonceurs ont des besoins souvent annuels avec des objectifs. Et donc, l'objectif, c'est de faire converger des besoins annuels auprès d'une cible. Et le principe du fan, c'est que c'est pas simplement un client, c'est des gens qui sont intrinsèquement passionnés au point de s'engager très fortement émotionnellement. Et donc, le mécanisme n'est pas un mécanisme publicitaire simple. Donc, ce qui est important pour les mécanismes fans, c'est que, on va dire, l'émetteur et les gens qui conçoivent ces mécanismes soient en empathie complète avec les gens qu'ils vont essayer de toucher. C'est ça qui va être le marqueur différenciant entre les programmes fans, qui performent et des opérations qui sont montées, qui n'ont pas de sens dans la manière dont elles sont montées et qui sont, même si elles sont soutenues à grand effort de moyens, en fait s'écroulent parce que intrinsèquement, ce que veulent les gens n'a pas été compris. Alors ça a été extrêmement décuplé avec la vague aussi de NFT où beaucoup d'annonceurs se sont dit super, je fais un programme avec des NFT très chers et on va faire un truc sur Discord. Puis après ils se sont rendus compte qu'en fait le Discord fallait l'animer, mince, c'était pas prévu quoi. Et donc le truc s'écroule. Donc c'est la compréhension intrinsèque des motivations du fan et pour ça en fait il faut être un peu fan ou collectionneur ou engagé émotionnellement avec un sujet pour comprendre les mécanismes psychologiques qui motivent ça. Si on n'a pas ça, on va faire du marketing et on va se planter. Ouais, on est bien d'accord. C'est une très bonne réponse, je pense. C'est important, c'est ce concept-là de dire oui, on n'a pas. Si on ne connaît pas le produit qu'on vend ou l'expérience qu'on essaye de vendre, c'est difficile de mettre des étoiles dans les yeux des personnes à qui on va le vendre, forcément. Mais très intéressant. Et pour passer maintenant un petit peu au sujet principal, à l'IA. Si on se balade un petit peu sur tes réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn, on voit que tu es très 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 actif par rapport à la thématique de l'IA, alors sur différentes thématiques de l'IA, mais sur l'IA en très général. Et ça fait un certain temps que tu es déjà sur ce sujet, alors que c'est un sujet qui est quand même assez, enfin qui existe depuis longtemps, mais en tout cas qui est récemment sous les feux des projecteurs. Comment ça se fait que t'es tombé là-dedans entre grandes guillemets, et comment ça se fait que tu essayes d'avoir ce rôle un petit peu de pas forcément de messager, mais en tout cas d'apporter cette pédagogie? Alors il y a plusieurs choses. Le premier truc, c'est que intrinsèquement, moi j'aime bien faire de la pédagogie. Enfin, je pars du principe, et c'est ce qu'on fait à l'agence, c'est que on sort grandi quand le collectif est plus intelligent. Ce qui veut pas dire que le collectif n'est pas intelligent, mais en tout cas c'est l'intelligence collective permet de générer des idées. Parce que j'ai mes idées, mais en fait c'est mon scope, et donc en fait quand d'autres sont montés en compétences, ils vont faire naître d'autres idées. Je me dis en fait c'est vachement bien, et du coup on va pouvoir rebondir. Donc il y a un sujet de partage de la connaissance qui est essentiel et qu'on a toujours fait sur tous les sujets. On n'est pas du tout dans une optique où le petit savoir est gardé de son côté, ça c'est pas trop l'état d'esprit. Et après le sujet de pourquoi on est tombé dedans, il y a deux facteurs. Donc moi j'ai démarré à peu près à la fin de l'été dernier, parce qu'on avait un projet à l'agence d'innovation, donc aussi je cherchais simplement des choses à faire, on était un peu en prospectif. Okay. Et donc à un moment mécaniquement, de par les réseaux que je suis, enfin c'est des choses qui se font de manière finalement assez standard, hein. Les gens pensent que tout ça fait partie d'un plan parfaitement exécuté. C'est la belle histoire qu'on raconte a posteriori pour dire depuis le début je savais exactement où j'allais, alors qu'en fait il y a une grosse part de sérendipité. C'est on trouve un truc, on dit tiens ça c'est intéressant, je vais creuser. Okay. Et donc l'année dernière, je commence à voir des trucs sur l'intelligence artificielle générative, des mecs qui commencent à s'exciter. Puis je me dis tiens c'est marrant quand même. C'est un peu cool ce qu'ils font. Et donc du coup je commence à regarder, puis je compte le flux, je dis mais comment ils ont fait ça, putain, le mec il a fait ça. Puis je commençais à voir des gars qui faisaient des trucs sur des artworks de Star Wars, mais qui n'étaient pas des artworks officiels. Je me dis mais comment ils ont fait ça? Et donc du coup, ayant une nature un peu maniaque sur je déteste ne pas comprendre comment sont fait les choses, en fait je n'arrivais pas à faire descendre mon stress sans avoir trouvé la solution. Et donc mécaniquement j'arrive jusqu'à Midjourney et Stable Diffusion. Midjourney, donc c'est cool, Discord, j'installe,
je teste, je dis, putain, on a écrit des trucs, ça rend des images, c'est fou, quoi. Alors je commence à faire des trucs classiques, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est le cinéma, donc je commence à faire des trucs de cinéma. Puis je vois d'autres mecs qui font des rendus hyper cinématographiques, donc je me dis comment ils arrivent à faire des trucs vachement mieux que moi. Donc je commence à aller faire des tutos et tout. Et le week-end, je me rappelle très bien, j'ai installé Midjourney un jeudi. Et j'ai eu pendant une réunion où en gros j'étais invité, ça servait à rien et vraiment je me suis ennuyé pendant 2 heures. Sauf que du coup j'ai installé Midjourney et j'ai commencé à prompter pendant la réunion. Et le week-end j'ai eu les gens disent c'est du storytelling, c'est pour faire bien, mais j'ai eu une sorte de vertige existentiel réel en mode en fait ça y est on a franchi le truc. On vit un moment comme il y a eu Internet, il y a eu le mobile, là ça y est il y a les réseaux sociaux. Il y a l'intelligence artificielle. Et pendant tout le week-end, donc évidemment, j'ai peu dormi ce week-end-là, j'ai utilisé comme un malade Midjourney notamment, à faire des tests dans tous les sens, à regarder des tutos, à me former, en me disant, ok, là on a franchi un truc, il y aura probablement pas de retour en arrière. Et donc ça m'a vachement passionné. Okay. Et après, je me suis dit, bon, ok, c'est intéressant. Il y avait très peu de ressources. Et puis il fallait aller sur des fins fonds de Reddit, sur des trucs de niche Twitter, sur des Discord obscurs. Donc je me dis bon, c'est cool, c'est intéressant, ça va forcément impacter la com. Je vais commencer à partager ce que je fais, donc plutôt en mode je découvre et je partage comme ça. Et du coup ça a marché parce qu'en fait j'explorais pour d'autres et les algorithmes Twitter et LinkedIn, bah plus tu partages sur des hashtags, des machins et tu retweets, plus ils te remontent les personnes. Donc en fait mécaniquement le système a commencé à m'abreuver de gens intéressants à suivre. Et du coup, en faisant ça, j'ai acquis, à toute proportion gardée, une petite notoriété dans le machin. Donc, je me suis fait repérer par des gens qui font de l'IA, on a intégré des groupes, d'échanges de bonnes pratiques, etc. Et du coup, bah, quand ça a explosé, ça a intéressé forcément la presse marketing. Et du coup, bah, en fait, c'est un système qui après s'auto-alimente. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis entré dedans. Et après, on a vite fait la bascule sur, ok, je monte en compétences, mais on va vite faire la bascule sur comment on intègre ça à l'échelle de la boîte. C'est plus facile, comme je suis DG, si je dis on va faire ça, on fait ça. Okay. Et donc, on a pris le parti à l'agence de déployer de l'IA partout, pas par dogmatisme, mais pour se dire, en fait, ça va profondément changer la manière d'appréhender des métiers. Il y a des choses qui ont une valeur parce qu'elles prennent un temps X aujourd'hui. Si le temps, il est divisé par 5 demain, il faut déjà le savoir, qu'on l'a intégré dans nos routines, parce qu'il y aura forcément des startups qui vont, entre guillemets, uberiser ça, et qui vont dire, en fait, votre projet avec Brandseek qui coûte, je sais pas, 300 000, nous, on vous fait la même chose pour 50. Et en fait, une fois que ça c'est fait, le doute est installé. Donc, en fait, il y a ceux qui, c'est pas tolérable qu'on se retrouve à la position, ça. Donc, en fait, on a préféré prendre le sujet très en amont, former les gens, et aujourd'hui, on est à peu près, 80 personnes qui utilisent l'IA chez Brandseek sur tous les métiers confondus. D'accord. La créa, donc avec du Midjourney et du Stable Diffusion, la production, tout le social media, utilise notamment et Midjourney d'un côté et du ChatGPT, parce qu'on leur a appris à pas seulement bien faire un prompt, mais on leur a appris à faire les pré-prompts de configuration pour que du coup l'outil, l'outil devienne finalement vraiment un assistant contextuel aux besoins métiers sur un client donné. Donc on a fait monter tout ça en compétence, même en RH, pour faire des drafts, en marketing, pour faire des séquences de prospection plus automatisées, plus intelligentes, pour ajouter, pour passer à l'échelle, typiquement pour faire des scripts sur du TikTok où on dit faut en faire 200, on va en faire 20 qu'on va caler avec le client. Puis le passage à l'échelle, après on le fait faire avec du ChatGPT. Parce qu'en fait, une fois qu'il a appris comment entre guillemets le mécanisme, il est capable de passer à l'échelle en injectant les informations complémentaires liées à sa déclinaison. Après, ça nécessite quand même de savoir de connaître le sujet, d'être expert du sujet pour pouvoir challenger, parce que sinon il va faire ce qu'on appelle des hallucinations. Il va te dire à peu près n'importe quoi de cohérent. Mais le passage à l'échelle, nous on a des gains de productivité sur des actions qu'on a pu industrialiser. Les gens me demandent mais on gagne combien de temps sur les actions qu'on a pu industrialiser, donc surtout sur des logiques de passage à l'échelle, on est sur de l'optimisation de l'ordre de 75%. Donc ce qui prenait 2 jours, on prend une demi-journée, ce qui prenait 20 jours, on le fait en 5. C'est énorme, mais sans compter ce côté, tout en comptant aussi ce côté justement pré-prompt et un petit peu préparation de l'outil, ou c'est vraiment le côté une fois que tout est set-up, ça vous gagnez 75%, quoi.
c'est une fois que tout est setup, on gagne 75%. Après le setup, plus on est compétent, plus il se réduit. Bien sûr. Là, on a eu un exemple très concret pour un grand groupe. On a fait un projet il y a une dizaine de jours où ils voulaient faire un photobooth. Ils ont fait un photobooth AI, donc c'était lors d'une conférence à Orlando. Et donc le sujet, c'est le passage à l'échelle. En fait, il devait y avoir 1000 personnes sur le stand à peu près. Et donc ils avaient testé, ils sont allés de manière empirique. Alors quelles sont les applications sur smartphone ou iPad? Donc il y a soit des trucs qui font transforme ta tête en manga, c'est rigolo, mais le contrôle est assez faible. Et puis ça va être 2-3 minutes par tête, donc c'est assez long. Ou tu as des applications payantes qui vont te demander de faire du training, donc ils vont demander plusieurs photos de la personne, mouliner pendant 15 minutes et faire un rendu. Donc c'est beaucoup trop long. Et nous, en fait, on croise des expertises qu'on a aujourd'hui avec du no-code, des IA et de l'expertise pour pouvoir envoyer 1000 personnes en 2 jours sans aucune difficulté. Et donc ça, mais c'est parce que c'est de l'expérience empirique de OK, on fait ça, on le couple avec ça, on peut automatiser ça. Et en l'occurrence, c'est 4 IA successives plus du no-code qui et de la connexion entre eux qui fait que le truc il est suroptimisé. Et t'as une personne qui vérifie que tout se passe bien et qui peut opérer. Ah, ça fait rêver comme ça. Hein. Après c'est marrant, c'est un peu en plus on aime bien, c'est un peu technique, c'est un peu de la tuerie. Tiens, si je prenais du Airtable, que je mettais de l'API OpenAI et puis je lui mettais une autre API de détection de face, que je lui remettais de l'open et qu'à la fin à la fin le gars il a un prompt qui est automatiquement prêt, il fait un copier-coller dans une journée. Ouais, après c'est bon, c'est ça. C'est au début tu vas un petit peu à tâtons, tu testes les choses et justement après tu gagnes un petit peu cette connaissance et ce qui te fait gagner encore plus de temps après. Et après typiquement nous on était plutôt pas mauvais en no-code. Donc, mais maintenant, du no-code couplé avec de l'IA, ça commence à être, on peut aller loin, quoi. Sévère, quoi. On peut aller loin, ouais. Ouais, on est d'accord. Mais, ok. Et justement, tu penses que là, la priorité, alors on rentrera plus dans le sujet peut-être un peu après, mais est-ce que toi, tu fais beaucoup de pédagogie, donc c'est ce que tu disais même auprès de tes équipes. Est-ce que tu penses que c'est ça le point principal? Parce qu'on voit beaucoup d'informations qui tournent sur l'IA, mais énormément, des bonnes, des moins bonnes. Tout le monde répète ce que dit tout le monde. Voilà, pour faire simple. Mais est-ce que tu penses que justement là, il y a une vraie priorité pédagogique par rapport à ça? Oui. Le sujet, c'est la formation. En fait, on va avoir, c'est comme beaucoup, on va avoir les gens vont se ranger dans plusieurs catégories. Il y a ceux qui, j'ai testé l'IA, je me suis connecté, j'ai fait un prompt, le résultat était pas bon, j'ai rangé dans ça marche pas. Et du coup, je continue, c'est tranquille. Il y a ceux qui disent, OK, je vois, je vais creuser, je vais aller plus loin. En fait, nous, on veut que nos équipes ne se rangent pas du tout dans la première catégorie. C'est pour ça qu'on les forme. Parce qu'en fait, le fait d'arriver à comment je fais un pré-prompt, déjà, au début, un pré-prompt, ou un prompt system, déjà, on est quand même sur des concepts où, pour les comprendre, faut avoir franchi les étapes d'avant. Ouais, c'est ça. En fait, il y a très peu de gens qui ont franchi les étapes d'avant. Donc, en fait, et nous, c'est intéressant parce que ça fait de l'expertise qu'on vend. Mais le sujet, c'est la formation parce que encore une fois, ça va. L'enjeu d'un point de vue de direction, c'est de se dire, en fait, il faut pas qu'à un moment on se fasse disrupter par un acteur qui aura été encore plus loin que nous et qui du coup tapera là où c'est le nerf de la guerre, c'est les budgets. Parce que c'est assez peu dit finalement dans les discours. On va beaucoup parler sur soit l'IA et la recherche fondamentale, sur les transformations sociales, ce qui est très vrai, ou sur le légal. Mais le sujet, c'est que et je le vois déjà, parce qu'en fait, comme on communique beaucoup, forcément les clients viennent nous voir, mais la graine, elle est plantée. Il y a des clients qui viennent nous voir en disant, en fait, les shootings qu'on fait avec notre agent, vous pourriez refaire un peu les mêmes, mais avec de l'IA, parce qu'en fait, l'agence, ça coûte vraiment cher et c'est pas très agile. Et à partir du moment où le client arrive avec cette réflexion, même si on n'est pas passé à l'étape de on déploie, la graine, elle est plantée. En fait, il voit ça comme peut-être que je peux faire plus simple, plus souple, moins cher. Et on sait aussi que c'est dans le sens de dire, en fait, nous, on a amorcé des discussions avec de l'IA, avec les prestataires parfois en place sur soit de la rédaction un peu volumique, soit du shooting. Et il y a beaucoup d'agences ou de studios qui disent non, jamais l'IA. Mais c'est hyper dangereux parce que, et le cas se présente là en ce moment sur des projets où on dit, en fait, nous, ça, avec de l'IA, en ayant conscience sur les sujets de légal, de check que l'IA ne reprend pas le visage de quelqu'un qu'on n'a pas identifié, etc. Donc tout ça se contrôle. On vous propose tel prix, et dit, mais c'est 3 fois moins cher que le studio. À partir du moment où c'est arrivé,
il y aura plus de retour en arrière. Ouais. Donc c'est plein de choses qui bougent en même temps, qui font que c'est hyper important d'avoir une connaissance de tout ça pour que les équipes l'intègrent dans les routines et ne serait-ce qu'ils pensent est-ce que je fais quelque chose que peut-être une machine, une IA peut faire plus vite, mieux. Et dans ce cas-là, je décale mon rôle à un rôle plutôt d'édition, de contrôle, plutôt que d'exécution. Ouais, ok. Et justement, toi qui as formé tes équipes, qui prônent ce côté pédagogique, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont te dire, je dirais pas naïvement parce que chacun a le droit d'avoir son avis et c'est une technologie qui fait encore peur à beaucoup de monde, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui vont te dire que voilà, les métiers, la plupart des métiers vont être remplacés par l'IA, que demain un graphiste il aura plus besoin de faire son métier n'existera plus, qu'un monteur il n'existera plus non plus. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personnes là où toi tu as fait le chemin inverse, en fait tu as formé tes équipes au lieu de les réduire, quoi. En fait, de toute façon, comme dans tout saut technologique, il y a une polarisation. Il y a soit la vision solutionniste de grâce à l'IA tout va être super, ou la version, on va dire, apocalyptique de très nourrie par la pop culture, très nourrie par l'édition, les textes et pas mal de gens aussi du côté des États-Unis sur la vision de je schématise, mais Terminator 2 Skynet. C'est exactement ça. Mais quand même un peu ça. Et ça, c'est une vision dans l'un ou dans l'autre, surtout nourrie par des gens qui ne pratiquent pas le sujet. Donc c'est une vision de gens qui sont finalement pas compétents pour juger. On est de l'ordre, dans un sens comme dans l'autre, du fantasme. Ouais. En fait, plus on monte en compétences, je sais plus c'est quoi, il y a une courbe qui montre que c'est les gens, même s'ils ont très peu de connaissances, ils sont hyper confiants. Et puis en fait, c'est plus on acquiert de compétences, plus on devient humble sur le sujet, etc. Okay. Et en fait, c'est comme beaucoup de gens sur LinkedIn, Twitter disent Bard de Google vient d'annoncer ça, ChatGPT est mort. En fait, ces gens-là, globalement, je les suis, ils ne testent pas, ils ne font que de l'acquisition de followers. Ouais. Ils relaient de l'information. Ils relaient de l'information, mais sans avoir testé. Ouais. Donc d'ailleurs, je les reprends, ils me disent oui, mais c'est un peu plus catchy de le dire. T'as testé le truc parce qu'en fait, c'est pas vrai ce que tu dis. Donc faut se méfier de qui émet la source. Quand tout le monde dit oui, Goldman Sachs a fait une étude de 300 millions d'emplois supprimés. Oui, l'année dernière, ils ont fait une étude sur le métaverse pour dire aussi que ça allait rapporter 500 milliards sur les 3 prochaines années. Donc, faut temporiser quand même la fiabilité des informations. Ouais. Pour ce qui est de manière un peu plus pragmatique, ça va impacter beaucoup de choses. Finalement, les affichistes disaient que l'informatique allait tuer le métier, que la photo allait tuer la peinture. En fait, souvent, c'est des choses qui sont cumulatives. En revanche, ce que je pense, c'est que l'IA va probablement permettre de déléguer des tâches qu'on va appeler à faible valeur ajoutée, ce qui est pas péjoratif, mais décliner 60 scripts basés sur une même trame, en fait, ce n'est pas à valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est de partir de rien, d'établir les premiers scripts qui donnent le ton, qui donnent le là. Décliner ça, c'est de l'exécution. Donc, il y a plein de choses, comme ça qui vont arriver. En revanche, c'est sûr qu'il y a des métiers. En fait, la blague que je fais en étant un peu provoquant, c'est que si jamais on a peur pour son métier à cause de l'IA, le problème se situe probablement en amont, en fait. C'est que probablement vous faites un métier de machine. Ouais, okay. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, pas dans le métier de la com spécialement, mais qui font du métier de machine, qui sont des tâches répétitives, etc. Là, effectivement, ça va avoir un impact parce que et moi, je fais des interventions chez des clients, notamment qui sont dans l'édition. L'édition, c'est quand même du langage et de l'image. C'est quand même deux sujets un peu directs. Et donc la question, c'est comment ces métiers-là doivent évoluer, comment l'IA me sert. Et les modèles d'IA sont pas non plus encore. Enfin, c'est très performant, mais en vrai, quand on pratique énormément, ça a des limites. Ça va progresser. Bien sûr. Mais il va y avoir une sorte de logique comme l'homme travaille avec la machine, ça va s'accélérer. Il y a une logique un peu symbiotique ou de cobotique. Et c'est comme le sujet de l'image. L'image n'est pas exploitable en l'état quand elle sort de l'IA. L'IA nous fait une première passe, peut-être 80%, et après on l'édite. Donc il y a une intervention humaine. Et donc l'intervention humaine permet de garantir une singularité sur le produit. Sinon, en tout cas encore aujourd'hui. Donc ça va faire évoluer les choses. Je pense que les métiers qui font des métiers de machine, eux, sont à risque. Mais sinon, effectivement, il va y avoir une évolution. Les métiers vont évoluer, et c'est pour ça que on forme nos équipes. C'est parce que les métiers vont évoluer.
Forcément. Prenons un exemple hyper trivial. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait dans les études. Les réseaux sociaux, quand je suis sorti d'études, ça n'existe pas. L'IA, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est plutôt une logique d'évolution du métier, des technos, la curiosité pour dire ok, le métier évolue. Donc en ça, je suis pas trop inquiet, même si il y a des choses qui vont être impactées plus frontalement. Par exemple, la synthèse vocale, les voix off. À partir du moment où on peut synthétiser des voix, on sollicitera moins de gens pour faire des voix off. Oui, il y a forcément des métiers qui vont être impactés. Après, est-ce qu'il y aura peut-être aussi un concept 300 millions d'emplois. Ouais, voilà, peut-être pas non plus. Et puis il y a peut-être ce concept aussi de destruction créatrice où certains métiers vont peut-être un peu disparaître, mais en créer aussi des nouveaux derrière. Et puis il faut être lucide. On accompagne plein de groupes. Je veux dire, il y a des aberrations organisationnelles qui sont le fait juste de l'inertie. Donc en fait, d'ici à ce que dans des gigagroupes tout soit suroptimisé de ouf. Enfin, je pense qu'on est quand même tranquille encore pour les 25 prochaines années, sur la base de ce qu'on observe aujourd'hui. Ouais, c'est encore on est vraiment aux prémices de la chose, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok, très bien. Et pour ce qui est du côté un petit peu éthique qu'on peut, alors par exemple, j'ai vu un post justement sur ton LinkedIn où tu parlais un petit peu de l'IA de Google, de Gemini, qui sont en train de développer. Et enfin, je sais pas si elle est disponible ou pas encore. Gemini, non, on peut utiliser Bard aujourd'hui. C'est Bard, pardon. Ouais, alors c'était peut-être pas Gemini, c'est peut-être Bard, mais tu parlais ils essayaient d'être un petit peu plus éthiques avec le côté watermark un petit peu qui venait mettre invisible sur tout leur contenu pour éviter d'avoir du vol de contenu, tout ça. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de Est-ce qu'il y a un risque justement sur ce côté éthique ou est-ce que justement non, normalement Alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que à la fois en fait c'est tout part de comment les modèles sont entraînés. C'est tout le sujet de OpenAI et de Midjourney notamment, où je schématise, mais Midjourney a pas demandé les droits, tout comme Stability AI qui édite Stable Diffusion. En fait, ils n'ont pas demandé les droits pour entraîner les modèles. Ce qui fait que, par exemple, il y a plusieurs actions en justice en cours aux États-Unis, par exemple Disney auprès de Midjourney, parce qu'en gros, tu tapes Mickey et Minnie à Disneyland dans Midjourney, tu vas voir Mickey et Minnie à Disneyland. Et donc ça veut dire qu'il a été entraîné avec du contenu non dealé avec Disney. D'accord. Disney étant pas connu pour être les gens les plus détendus sur le sujet du légal. Donc ça va être intéressant de suivre de quel côté penche la justice sur des cas précis. Après, face à ça, Midjourney et OpenAI sont plutôt sur une logique un peu non négociée, gros modèle et donc très performant. En face de ça, d'autres acteurs se positionnent. Donc Meta s'est positionné plutôt sur l'open source, le modèle Llama a vocation à être open source. Alors bon, quand Meta dit qu'ils font de l'open source, c'est comme Facebook, c'est gratuit, ça le restera toujours jusqu'au moment où ils l'enlèvent et c'est plus gratuit. Donc faut rester quand même lucide. Google affiche effectivement les sources de Bard, ça manque un peu de performance pour l'instant. Adobe qui a sorti donc dans sa version bêta ce qu'ils appellent le Generative Fill, qui est testable gratuitement d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui est en gros une sorte de DALL-E dans Photoshop pour faire une analogie. C'est moins performant individuellement que Midjourney, mais par contre ça va vraiment être très bon pour aller étendre de l'image, compléter. Eux, donc ils ont dit, en fait, nous, on a dealé avec les créateurs sur Adobe Cloud pour avoir une rétribution, donc on est sur une AI éthique. Donc le sujet de l'AI éthique, il y a un truc qui va revenir. Pour l'instant, les questions que les gens, on va dire, me posent plus régulièrement, c'est si je fais un rendu avec l'IA, est-ce que je peux l'exploiter? En fait, oui, aujourd'hui. Parce qu'il y a pas de jeu, il y a un flou juridique en fait, ça va évoluer, mais pour l'instant, je génère quelque chose et je peux l'exploiter. Mais pour autant, si demain je dessine Brad Pitt, je fais une peinture de Brad Pitt et que je me dis tiens, si j'allais faire un 4x3 dans Paris, je vais me faire attaquer par Brad Pitt parce que j'exploite son image. Le sujet de l'IA, c'est pareil. Si je génère Brad Pitt avec une image, c'est pas parce que c'est l'IA qui m'a généré Brad Pitt que j'ai le droit d'utiliser et d'exploiter Brad Pitt. J'ai pas le droit de générer une canette de Coca-Cola et de l'exploiter en 4x3 si j'ai pas un deal avec Coca-Cola. Donc c'est le même sujet en fait, c'est-à-dire qu'il y a le sujet du droit d'auteur, je ne peux pas faire n'importe quoi. En revanche, si je génère quelque chose qui est suffisamment brassé, suffisamment entraîné, qui n'est pas le visage de quelqu'un qui existe vraiment, et là oui, je peux l'exploiter. Donc là c'est important parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser l'IA, vont faire un prompt, vont dire c'est super le rendu, cette personne n'existe pas. Sauf qu'en fait, alors il y a des techniques qui permettent de le vérifier, mais ça c'est un peu le secret sauce, que le visage, par exemple, que l'IA m'a généré, est bien le visage de quelqu'un qui n'existe pas.
Ok. Parce qu'il pourrait partir d'une base qui est existante. Il est entraîné, donc en fait, on peut pas a priori savoir si le visage c'est quelqu'un direct qui existe ou si c'est le brassage de plein de personnes. Okay. Et donc là, c'est sûr qu'on va avoir des soucis. Ouais. Enfin, je dis les gens. Il va y avoir des campagnes qui vont sortir. On va dire c'est un mannequin qui n'existe pas. En fait, cette personne-là, elle existait parce que c'était un mannequin brésilien qui était passé au travers du radar. Donc il va y avoir des plaintes, c'est évident. Il va y avoir machin. Donc ça va venir réguler. En ce moment, il y a une mission parlementaire qui vient d'être créée sur le sujet de l'IA. Ouais. Donc ça va se réguler. Ok. Là, mais pour l'instant, c'est plutôt. C'est un peu flou encore. Mais c'est un peu flou. Et en fait, aujourd'hui, moi demain, je génère. Si je le fais en conscience. Parce qu'on sait comment ça marche, que la personne n'existe pas, je génère des visuels, je peux les mettre sur Instagram. Ouais, bah ouais, personne viendra. Ouais. Mais justement, je voulais faire t'as un petit peu répondu à la question, mais je voulais faire un parallèle avec l'AI Act, donc justement qui est censé un petit peu devenir cette régulation de l'IA. Mais est-ce que donc t'y crois, toi, tu penses que ça peut être régulé parce que bon, c'est que le début, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu difficile de se projeter forcément, et puis avec toutes les utilisations qu'on voit et qu'on imagine. Il y a un peu ce côté qui fait un peu peur, on sait pas où ça peut nous emmener. Mais est-ce que voilà, tu penses que ce genre d'actes peuvent un peu réguler? De toute façon, c'est vrai que l'AI Act, donc qui se fait au niveau européen, vient classer finalement les IA en fonction aussi de quelque part de qu'est-ce que je peux faire et quel est le niveau de dangerosité, est-ce que je peux autoriser. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau européen. Ce qui se passe, c'est que en fait, tout se joue quand même en fonction de la taille des modèles. Et aujourd'hui, finalement, au niveau européen, alors il y a des initiatives qui se lancent, mais de l'IA, c'est énormément de data, énormément de puissance de calcul. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de modèles qui sont plutôt du côté ou aux États-Unis ou Chine. Ouais. Alors après, c'est un peu dur parce qu'on dit les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. C'est un peu dur, c'est un peu vrai, parce qu'en fait, il y a eu des investissements en IA, mais finalement, ça n'a pas permis d'avoir un OpenAI ou un Stability ou ce genre de choses. Pourtant, une énorme partie des ingénieurs IA aux États-Unis sont français. Okay. C'est pas un sujet de compétences intrinsèques. Okay. Donc oui, ça va forcément être régulé, il va y avoir des dérives, et après, le sujet, c'est finalement, il y aura des IA qui viendront vérifier que le contenu, il est tant % généré par IA, mais on aura une limite qui sera finalement l'éthique des émetteurs. Même s'il y a des watermarks, Google met des watermarks, etc. Encore une fois, les humains peuvent venir éditer. Donc le sujet, c'est si quelque chose est 100% fait par une IA, ça peut se voir, mais si c'est 90%, est-ce que c'est toujours valable? Si c'est 80%, si c'est 50% IA, 50% humain, comment est-ce qu'on dit que c'est de l'humain ou c'est de l'IA? Parce que finalement, on pourrait dire, en fait, c'est pas vraiment humain parce qu'il l'a fait sous Photoshop, c'est 100% numérique. Et donc ça amène sur des débats où on se dit, ah oui, et plus on monte en compétence, finalement, plus on est humble et on a moins d'avis radicaux sur les choses. Il peut y avoir des deux, quoi. Exactement. Nous, ce qu'on observe réellement, c'est qu'en fait, quand on fait des campagnes de pub, en fait, on a des bases IA et après les gens éditent dessus. Mais en fait, ils ont gagné un temps de compléter juste, quoi. Mais c'est pas juste 100% le visual IA. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des logiques de régulation liées au fait qu'il va y avoir des débords, donc il y aura des plaintes, donc il y aura des actions en justice. Il y aura des jurisprudences, notamment d'ailleurs dans la loi influenceur là qui est passée là, qui régule l'influence. Il y a une partie, me semble-t-il, sur le sujet de l'IA où pour des contenus qui seraient faits avec de l'IA, il me semble qu'il y a maintenant l'obligation de préciser image virtuelle. Ok, d'accord. Ce qui est déjà un peu en cours. Il y a de la campagne par exemple Undies qui était dans les rues de France il y a quelque temps où c'était marqué image générée par une IA. Donc il y a pas c'est pas encore réglementé comme photo retouchée. Mais on va y venir. Alors le wording sera à définir, mais on va y venir très probablement. Donc ça va se réguler. Il faudra voir les actions en justice qui viendront donner le là un peu de tout ça. Ok, donc toi en fait si on va un petit peu sur ton LinkedIn, tu peux avoir des problèmes avec la famille Kennedy pour avoir imité leur voix potentiellement. En fait, alors j'ai pas imité la voix de Kennedy, t'as synthétisé sa voix. J'ai récupéré le discours, donc le texte du discours, et j'ai synthétisé ma propre voix. Donc j'étais en phase avec moi-même sur le fait de synthétiser ma voix. Mais oui, par contre, ça pourrait. Après, ce sont des personnalités publiques. C'est pas fait dans un but commercial, c'est fait dans un but d'expérimentation. Si je
j'ai pas le droit de synthétiser la voix de Jean Dujardin pour aller faire une pub alors qu'il l'a enregistrée. Ouais, bien sûr. Mais c'est le même sujet que j'ai pas le droit de générer Jean Dujardin avec Midjourney de l'exploiter dans une pub. Là, il y a le droit d'auteur. Bien sûr. Je sais pas, mais c'est ça qui doit être régulé, quoi. C'est ça aussi. C'est ça qui va être régulé. Après, en vrai, a priori, il y a quand même beaucoup de bon sens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de synthétiser la voix de Jean Dujardin pour lui faire dire n'importe quoi? Bon, a priori pas, quoi. Je sais que il y a un risque juridique quand même assez fort. Encore faut-il avoir du bon sens, hein, après. Donc, mais il y en a qui vont tomber les deux pieds dedans, hein. Donc, c'est sûr. Donc, on verra. Ok. Et justement, est-ce que t'as des points de frustration alors j'imagine qu'il y en a, hein, mais est-ce que justement il y a des gros points de frustration vis-à-vis de l'IA? Est-ce que par exemple par rapport à ce qu'on peut entendre des gens, enfin que les gens peuvent dire assez bêtement et naïvement sur l'IA, ou au contraire comment on essaie de le réguler? Enfin, quels sont tes points de frustration vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment, s'il y en a? Hein. Point de frustration, pas vraiment. Encore une fois, c'est normal. Il y a eu un tel cadencement des annonces. Ouais. Généralement, il y avait 3 annonces par jour. Les gens disent non, mais c'est pas vrai. Je dis, en fait, si, c'est 3 annonces jour. C'est-à-dire que à un moment, je suis parti en week-end, je suis revenu le lundi, ça m'a généré du stress. J'avais l'impression d'avoir raté des trucs, quoi. J'étais connecté 3 jours. Donc vraiment, il y a un sujet de cadencement des annonces qui peut créer du fameux FOMO. Hein, pour ceux qui sont pas dedans, ils n'en ont même pas conscience. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est pas une frustration, c'est une observation. Donc il y a ça d'un côté, et puis il y a une sorte de pression médiatique qui est quand même assez forte. Hein. Il y a une matinée sur telle radio, on est au 4e débat dansé ce soir sur l'IA. Mon regret entre guillemets, parce que eux-mêmes sont dans une phase de pédagogie, c'est que parfois ça manque finalement de personnes vraiment compétentes pour aller s'exprimer. Tout le monde a un avis, qui est parfois alors quand c'est philosophique c'est intéressant, ça fait penser, mais tout le monde a un avis, mais je trouve que sur cette thématique-là, finalement, on entend peu dans la presse finalement des retours d'expérience un peu power user et de ce que là ça peut impacter dans le privé au quotidien. On va être plutôt sur des logiques de réflexion autour de la recherche fondamentale ou des choses très intéressantes, mais on est un peu en circuit fermé sur ce débat-là, alors qu'en fait il y a énormément de choses qui vont arriver de manière très tangible, très pragmatique à moyen terme, et c'est des choses qui sont complètement passionnantes aussi à débattre. Il y a plein de choses sur est-ce qu'il faut par exemple faire des shootings synthétiques. Ça paraît stupide, hein, mais est-ce que c'est intéressant? C'est quoi les limites? Donc plutôt des choses peut-être un peu plus opérationnelles. Mais tu sais pourquoi on n'est pas dans des choses aussi opérationnelles? Est-ce que c'est parce que les médias ne s'y intéressent pas autant? Non, je pense qu'ils s'y intéressent, mais parce qu'en fait encore une fois c'est très récent. Donc en fait pour arriver à là, faut avoir fait sa propre cours d'expérience. En fait c'est tout le sujet de la formation avec l'IA, c'est qu'en fait pour arriver à cette réflexion, il faut avoir entre guillemets franchi les étapes. Sinon, moi la réflexion que j'ai aujourd'hui, je pouvais pas l'avoir quand j'ai démarré. C'est en faisant tout ça, à un moment je me dis donc on peut faire ça, du coup je cogite, du coup j'y arrive là-dessus, et je vois bien en discutant, et c'est entre guillemets notre rôle aussi, mon rôle, des gens qui sont complètement extérieurs à ça, quand je vais leur parler de sujets qui sont des choses comme aujourd'hui, c'est de la science-fiction. C'est ça. Et notamment il y a un truc qui fait toujours mouche, donc j'ai synthétisé ma voix, donc j'ai plusieurs séquences de moi qui dit n'importe quoi dans plein de langues, donc je dis ça, je dis mais non mais c'est pas vrai, attendez, je fais écouter, je dis mais c'est pas une IA qui fait ça, si. Et donc du coup à un moment ça les emmène dans une sorte de réalité très vite, et comme c'est trop rapide ça les angoisse, ça génère de l'angoisse. L'IA quand c'est trop rapide, ça génère de l'angoisse, ça génère du fantasme. Et mon point de frustration, il serait peut-être plutôt là, effectivement, c'est que le débat n'est très souvent orienté que sur l'aspect négatif de l'IA. Et en fait, on écarte complètement du débat tout ce que va permettre l'IA, alors qu'elle soit générative ou pas. Mais quand il y a des études qui montrent que grâce à l'IA, on va pouvoir détecter le cancer du sein 4 ans avant qu'il se déclenche. Tout le monde, on est tous d'accord pour dire que en fait c'est une avancée formidable. On va plutôt avoir tendance à regarder les dérives, ce qui est important de regarder les dérives, mais en fait on ne peut pas regarder que le côté négatif. Bien sûr. Alors,
je sais pas, une culture anglo-saxonne. Donc, mais est-ce que c'est très français comme manière d'apprendre? Je sais pas. Mais c'est vrai que dans le débat, c'est beaucoup sur l'aspect négatif. Ça panique un petit peu, c'est ce nouveau truc, voilà. ça peut reprendre nos métiers, ça peut... Voilà. Et puis on est encore dans ce fantasme Terminator. Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as pas peur ça, c'est un argument qui revenait souvent, mais que moi personnellement j'ai déjà entendu plus tôt dans ma jeunesse, un peu avant, par rapport au téléphone, par rapport aux nouvelles technologies. J'ai souvent entendu cet argument de dire voilà, à force d'assistanat intellectuel un petit peu, on va avoir tendance à baisser les capacités cognitives de la population. Et avec l'IA, là, je l'ai encore plus entendu parce que les gens, voilà, sont là en train de se dire, bah attends, mais t'as même plus besoin de faire une lettre de motivation et un CV, t'as juste à mettre directement l'offre de stage dans ton chat GPT, ça te sort tout pour ton tel exercice, tel truc. Enfin, et donc la plupart des gens te disent, voilà, à force de se faire aider, est-ce qu'on va pas devenir des débiles un petit peu à la manière de Wall-E, tous assis dans nos chaises et on se fait transporter, on fait plus rien et c'est des IA qui gèrent tout. Est-ce que c'est pas un petit peu abusé de penser comme ça ou... Alors, c'est une vraie réflexion. Je veux dire, on n'a pas attendu l'IA pour faire baisser les capacités cognitives des gens. Donc, pour autant, c'est le sujet des réseaux sociaux. En fait, ça va probablement accélérer les choses. Le sujet, c'est que la difficulté convoque un effort. Si j'y arrive pas, il faut que je trouve une solution. Est-ce que si demain l'IA permet de trouver des solutions tout de suite à un problème, quel est l'impact? Je pense qu'il va être important, ce qui fait que du coup ce sujet-là est à adresser du côté de l'éducation. Qu'il faut, et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ce sujet-là, qu'il faut revoir très vite. Ouais. Le sujet des langues, moi je prends le pari, les gens disent c'est pas possible. Je pense que dans 25 ans, je suis pas sûr qu'on apprenne encore des langues. Ok. Il y a déjà des choses qui sont quand même extrêmement performantes aujourd'hui pour faire de la traduction temps réel. Et donc, est-ce que ça peut être connecté à des lunettes, à des machins? Mais en fait, à partir du moment où on a une technologie qui est simple à porter, où je parle dans mon langage naturel et la personne entend en face avec ma voix dans sa langue sans accent, est-ce que vraiment, surtout en tant que Français où quand même on est quand même nul, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à aller faire un effort là-dessus? Et ben beaucoup de gens arriveront à la conclusion que non, et que du coup il vaut mieux mettre du temps à faire autre chose. Et en fait la question, tout ce temps gagné, soit on se dit que trivialement on va rien faire, on regarder des conneries et du coup là effectivement ça va être compliqué, soit on va le mettre à profit pour entre guillemets se muscler intellectuellement en faisant autre chose ou en allouant plus de temps à faire, je sais pas moi, c'est hyper trivial et un peu tarte à la crème, mais du temps sur des associations, du temps en famille, je sais pas. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne avec ça, et effectivement ça pose des questions sur pourquoi j'irais faire un effort alors que quelque chose peut le faire à ma place. Donc ça impose de revoir, je pense, des choses assez en profondeur sur l'éducation. Mais c'est tout le sujet de TikTok en fait. Alors TikTok, l'algo, il y a l'IA derrière, mais une partie des théories sur TikTok, c'est que en fait il y a beaucoup de contenu. Alors il y a des super contenus sur TikTok, mais il y a beaucoup de contenu un peu naze, et que l'algorithme valorise, et que comme on est sur des choses qui génèrent de la dopamine, etc. En fait je suis addict, je regarde des contenus pourris, très éphémères, et du coup ça met dans une sorte de tunnel qui me rend globalement pas très intelligent. La question c'est qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'une population où il y a ça pendant plusieurs années sur des générations entières. Et donc ça va être intéressant à observer. Ça va être intéressant à observer. Et je pense que ça va probablement creuser les inégalités de manière plus pragmatique. Ok, très clair. Et pour finir sur le sujet, est-ce que tu as une petite idée un petit peu de pour toi, idéalement, quel serait un futur accompagné de l'IA, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau professionnel? Encore une fois, dans un but idéal, si on met de côté tout ce qui peut aussi mal se passer et ce petit côté un petit peu bad qu'on peut avoir si on voit trop loin avec l'IA. Mais pour toi, qu'est-ce qui serait un futur accompagné de l'IA? C'est une question un peu difficile.
finalement, on se rend compte qu'il y a des grands penseurs historiques qui avaient des visions bien plus clairvoyantes, alors que tout ça n'existait pas encore, mais qui avaient théorisé ça. Okay. Je suis pas sûr que quand Facebook est arrivé, on aurait pu anticiper. Il y a sûrement des gens qui avaient anticipé ce qu'on vivrait avec TikTok. Après, c'est le. Les gens disent que je fais peur aux gens, mais c'est vrai que j'ai une vision quand même. L'histoire a montré que même si les technologies apportent du bon, elles sont systématiquement entre guillemets un peu bicéphales. On va avoir d'un côté tout ce que ça apporte de bien, et puis le pendant négatif. Après, de manière pragmatique, avec un couteau, je coupe ma viande et je peux poignarder quelqu'un. Donc en fait, tout peut être utilisé en bien ou en mal. Donc le futur avec l'IA, ça va probablement permettre pas mal de choses pour l'aide, même on se dit sur l'aide à la personne en fait dans les services publics. C'est un peu brutal ce que je viens, mais quand je vois certaines qualités de service avec des gens, je me dis en fait je préférerais avoir une machine. Au moins la machine simulerait plus d'empathie que certains humains. Et pour autant, on dit non, mais on discutera pas une machine. Bon, j'ai rarement vu quelqu'un se plaindre d'un distributeur automatique de billets. Mais donc, finalement, le langage naturel fait par une machine, il est perturbant aujourd'hui, il ne sera pas demain, tout comme les sauts technologiques. En fait, il y a 100 ans, on aurait dit on va remplacer le cœur de quelqu'un par un cœur mécanique parce qu'il est défaillant. On aurait fait va des rétro Satanas. Bon, aujourd'hui, c'est de la convenance. Et tout le monde trouve ça normal parce qu'entre vivre ou mourir, bon, les gens préfèrent vivre. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'acceptation sociale, qui vont se faire naturellement. On est plus on avance, plus les gens sont finalement assez tolérants sur de l'hybridation, parce qu'en fait la symbiose avec la machine, elle existe déjà un peu partout. On prend son téléphone, c'est assisté. Comme disait Étienne Klein très justement, on dit aujourd'hui la techno est tellement simple que quand vous achetez un iPhone, il n'y a pas la notice. Oui, c'est vrai. C'est direct. Ouais. Donc la technologie simplifie et on a rarement vu un retour arrière pour des choses qui simplifiaient. La question, c'est quand tout est simple, est-ce qu'on est toujours pertinent et c'est là où il peut y avoir effectivement des déviances. L'exemple de Wall-E, je trouve intéressant parce que vraiment, je pense que c'est un scénario dramatique, mais qui n'est pas complètement de l'ordre de la science-fiction. Alors, long terme. Donc bon, on verra comment tout ça va évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire les sujets. C'est de la pédagogie actuelle et ça passera par l'éducation. Pour rester sur le sujet de l'IA et de BrainSonic, dernièrement, vous avez une campagne qui a été, dont on a beaucoup entendu parler, qui était une campagne pour Becherel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment l'IA a impacté justement cette campagne? Alors la campagne Becherel, elle a effectivement bien marché. J'ai souvent les clients qui me parlent de buzz, ça me fait rire, mais en l'occurrence, on peut dire que ça a fait le buzz puisqu'en fait, il y a eu 0 investissement média. Donc quand ça coûte rien et que ça part à l'international et que ça fait un carton en France, on peut parler de buzz. Donc c'est une campagne. En fait, on n'avait pas Becherel en client. En fait, c'est nous qui avons fait la campagne et on est allé voir Becherel en disant on a un truc pour vous. Ok. Est-ce que vous êtes ok? Ils ont fait ok cool. Trop bien. Et en fait, ça a pris direct. Becherel, c'est une marque qui a plus de 100 ans. Donc en fait, c'était une marque. C'est d'une certaine manière, on l'a observé, c'est une love brand. Le Becherel, c'était un peu dans le cœur de tout le monde. Et donc que Becherel soit une des marques pionnières à utiliser l'IA alors que c'est une marque très ancienne. En fait, il y a eu une sorte de télescopage qui a fait que les gens ont trouvé ça super. Et donc, en gros, c'était des visuels un peu pourris pour montrer que, en fait, en faisant un mauvais prompt, en fait, on pouvait. En fait, l'IA générait des rendus, mais si on faisait un mauvais prompt, ça allait être des rendus pourris, quoi. Ouais. Donc, c'était que des jeux de mots sur le maître nageur avec un maître ruban. À l'international, il y avait un chanteur de sol, sauf que sol, c'est un peu comme la sole, le poisson. Du coup, en fait, c'est un poisson qui chante. Et donc, les visuels étaient un peu rigolos, complètement absurdes. Ce qui est drôle, c'est qu'on a choisi, notamment pour la France, des visuels qui étaient vraiment cringe, parce qu'il y avait des trucs qui étaient ultra réalistes. Et comme on l'a fait en 2022, les gens n'étaient pas encore sensibilisés. En fait, on avait peur que les gens ne captent pas que c'était vraiment fait de l'IA. Et on a eu des questions, on dit, mais c'est pas vraiment l'IA. Si. Donc, on a choisi des visuels vraiment un peu cringe. Alors qu'on pouvait déjà en 2022 faire des trucs bien mieux. Ouais. Donc ça a bien marché. La campagne, elle gagne à peu près tous les prix auxquels on la présente en France.
Et là, elle est présentée à des concours internationaux. On espère peut-être remporter quelque chose à Cannes. Donc non, c'est plutôt chouette. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc vraiment il y a eu 0 média. Elle a été reprise dans la presse française et internationale. Il y a plein de gens qui en ont parlé sur TikTok et on a eu des retours spontanés d'enseignants. Ça, c'était vraiment super, qui nous ont écrit sur LinkedIn pour dire que 1, ils trouvaient ça super et que 2, du coup, ils étudiaient la campagne en cours avec les élèves pour dire vous voyez bien que en fait c'est important. Entre guillemets, de savoir correctement parler, formuler une pensée, etc. Donc, en fait, c'était toujours un peu la quête du sens sur la com. C'est très tendance d'avoir la quête du sens. Et en fait, quand on a un retour d'enseignants qui disent que ce qu'on a fait les touche, ils ont trouvé ça drôle, ils en parlent avec leurs élèves, on se dit bon, c'était bien. Ouais, trop bien. Pour l'avoir vu, en tout cas, j'ai trouvé ça très très bien fait et ouais, le côté d'un côté un petit peu justement pédagogique et un petit peu mise en garde qui était très bien trouvé, avec en plus cet acteur Becherel dont on connaît tous le nom, mais forcément qu'on voyait plus trop ces quelques dernières années. J'ai trouvé c'était très bien fait. Félicitations pour cette campagne. Plus personnellement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit top un petit peu de tes expériences en tant que fan que tu as vécu toi personnellement? Il y a des marques qui ressortent, mais qui ont compris intrinsèquement ce qui motivait un fan. C'est un peu tarte à la crème, mais notamment Lego. Donc Lego qui, rappelons-le, est passé pas loin de la faillite il y a quelques années. Ils ont changé de PDG, ils sont revenus au basique et puis ils se sont dit que finalement le Lego c'était bien pour les gens qui ont été jeunes, mais qui maintenant sont plus vieux et ont du pouvoir d'achat. Et donc il y a tout le développement des Lego à plus de 300 €, mais qui sont de l'ordre de la maquette. Là il y a le Titanic qui fait 2 mètres. Le Faucon Millenium ultra réaliste. Donc il y a ça. Et donc le programme fan, c'est que déjà ils ont compris intrinsèquement ce que j'en voulais, donc ils éditent des choses pour ces gens-là. Et puis ils stimulent aussi la créativité donc des adultes avec toute une logique qui s'appelle Lego Ideas. Lego Ideas, c'est une gamme qu'on peut acheter. Par exemple, je vois Wally derrière, mais en fait il y a aussi Wally en Lego. Wally en Lego, en fait c'est un fan qui l'a construit. Et ils ont une plateforme sur laquelle les gens qui construisent des Lego peuvent soumettre leurs créations. Et plusieurs fois par an, les meilleures créations sont votées par la communauté et elles sont éditées par Lego. Dans ce cas-là, les constructeurs Lego, je crois qu'on appelle ça les builders, refont le Lego pour que le montage soit intéressant, qu'il y ait des choses de sécurité qui soient faites, mais le projet, il est fait par un fan et validé par la communauté. Donc ça, c'est super parce que on est vraiment sur la stimulation de la créativité et sur l'activation des fans qui font la marque. Après, moi, comme je disais, je suis fan de Metallica. Metallica, c'est plutôt un groupe qui est très bon en marketing. Alors, les puristes diront qu'ils sont vendus, mais c'est intéressant parce qu'ils communiquent de fou sur leurs réseaux sociaux, sur les backstage. Dès qu'il y a un concert, le concert, on peut le télécharger. Il y a les vidéos qui sont mises à disposition. Il y a des expériences fans qui sont organisées. Ils surfent beaucoup sur les tendances. Il y a des vinyles social club, donc on peut avoir des choses un peu VIP. Donc en fait, ils alimentent régulièrement la communauté avec des choses plutôt intéressantes, mais ce qui permet d'avoir une proximité continue avec le groupe quand on est fan. Et Metallica sortant un disque tous les 7-8 ans, c'est bien qu'il y ait un maintien avec la communauté. Et enfin, pour Microsoft, on avait géré, donc là c'était plutôt du côté gestionnaire, mais on avait géré le programme fan qui s'appelait House of Fan. En fait, finalement, on mettait à disposition plein d'actu VIP auprès. Il y avait 3000 fans, un peu plus de 3000 fans français qui étaient sélectionnés. Ils avaient aussi la possibilité de rencontrer les gens du campus en France, d'accéder à des choses un peu premium, des visios avec les US. Donc pour les gens qui sont fans de techno, fans de la marque, d'avoir accès finalement à des choses VIP, c'est quand même ce qui a toujours marché et continue de marcher toujours quoi. Très bien, très clair. Et écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton temps. Avec plaisir. Merci pour toutes ces informations et au plaisir de te recevoir à nouveau dans le podcast une prochaine fois. Ça marche. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations.
Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @faststory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.